Aujourd'hui, on plonge dans nos sources pour explorer une question vraiment vertigineuse. Un de ces moments où l'histoire aurait pu basculer. On est le 7 mai 1954, le camp de Dien Bien Phu tombe. C'est la fin, ou presque, de l'Indochine française. Mais, et si ça ne s'était pas passé comme ça? Et si, tout simplement, la France avait gagné? C'est une excellente question. Et pour y répondre, on va y aller par étapes, si vous voulez bien. D'abord, on va chercher le point de bascule, le moment précis, presque à la minute près, où tout aurait pu changer. Ensuite, on suivra les conséquences, l'effet domino, pour l'Indochine, pour la France, et puis, et c'est peut-être le plus fou, pour les États-Unis et toute la guerre froide. Et ce qui est incroyable dans les documents, c'est le paradoxe qui s'émerge. L'idée que cette victoire, loin de sauver l'Empire français, aurait en fait juste prolongé son agonie. Et avec encore plus de violence, tout ça en changeant complètement l'histoire américaine et en laissant un Vietnam fracturé pour de bon. C'est une thèse forte, alors allons-y. D'accord. Alors, pour commencer, il faut planter le décor. On est fin 1953. Ça fait 7 ans que la guerre d'Indochine dure. En France, l'opinion publique est lasse, elle n'en peut plus. Le général Navarre, qui vient d'arriver, cherche une sortie honorable et il a un plan audacieux, créer une sorte de piège, un point de fixation dans une vallée perdue, à Dien Bien Phu, pour y attirer et anéantir le gros des troupes du général Giap. Oui, et ce plan, il ne sort pas nulle part. Il est inspiré d'un succès récent, la bataille de Nassan en 1952. Là-bas, une base du même type avait repoussé tous les assauts. Donc le choix de Dien Bien Phu semble logique. Il y a de la place, des pistes d'atterrissage et surtout, la vallée est entourée de collines. Et pour l'état-major français, ces collines, c'est un atout. Des observatoires parfaits pour leur artillerie. C'est là que je ne comprends pas. Sur le papier, ça a l'air bien pensé. Où est la faille? La faille, elle est énorme. C'est une erreur de jugement fondamentale. Une sous-estimation, mais alors colossale, de l'adversaire. Les archives sont formelles là-dessus. Les stratèges français considéraient qu'il était techniquement impossible pour le Viet Minh de hisser de l'artillerie lourde en haut de ces collines. J'ai lu un rapport du renseignement qui parle d'une impossibilité matérielle. C'est dire, pour eux, Giap ne pouvait attaquer qu'avec son infanterie qui allait se faire pulvériser. Et pourtant, l'impensable s'est produit. Exactement. Et Giap lui-même, dans ses mémoires, décrit cet exploit logistique. C'est un truc de fou. Imaginez une véritable fourmilière humaine. Des dizaines de milliers de personnes, des civils, des soldats, qui pendant des mois vont démonter des canons de 105 mm. Ils les traînent à la force des bras sur des centaines de kilomètres dans la jungle, sur des pistes créées à la main. Attendez, j'ai lu un truc là-dessus. Ils ont utilisé des vélos, c'est ça? On parle bien de canons, hein, pas de sacs de riz. Oui, oui, des vélos, ouais. Des vélos Peugeot modifiés, renforcés, qui pouvaient porter jusqu'à 300 kilos de matériel. C'est à peine croyable. Et le coup de génie, tu vois, c'est qu'une fois là-haut, ils ne posent pas les canons en n'importe comment. Ils les enterrent dans des casemates creusées dans la roche, avec juste une petite ouverture pour tirer. Résultat, invisible depuis les airs, et quasi invulnérable aux tirs de l'artillerie française. Le piège se referme sur son créateur. D'accord, la situation est donc complètement inversée. Et concrètement, le jour de l'attaque, comment ça se passe? Le jour J, c'est le 13 mars 1954, 17h15. Et là, c'est un déluge de feu qui s'abat sur le camp Vieux. La première cible, c'est le point d'appui Béatrice, qui est tenu par la Légion étrangère. En quelques minutes à peine, un obus touche en plein le poste de commandement du lieutenant-colonel Gaucher. Il est tué sur le coup, avec tout son état-major. La défense est décapitée. Béatrice tombe en quelques heures. C'est le début de la fin. Et c'est précisément là qu'on arrive à notre point de bifurcation. Le moment où tout aurait pu être différent. C'est exactement ça. Reprenons. Dans la réalité, le général Cogniet, le chef autanquin, il était très sceptique sur ce plan. Alors imaginons que, poussé par ce doute, il est ordonné des reconnaissances à très basse altitude. Plus risquées, mais bien plus précises. Un pilote revient avec des clichés un peu bizarres. Des traces de pistes qui ne sont sur aucune carte. Des tas de terre fraîchement retournées sur les collines. Rien de définitif, mais assez pour installer le doute. Un simple doute qui change tout, le fameux effet papier? Voilà. Grâce à ça, l'artillerie française, même si elle est encore sûre d'elle, prépare des tirs préventifs sur ces zones suspectes. Le 13 mars, 17h15, le déluge de feu du Viet Minh commence. Mais la riposte française est immédiate, et déjà ciblée. Et là, coup de chance. Un coup de chance extraordinaire.
Un obus français tombe sur un dépôt de munitions du Viet Minh. Explosion secondaire massive. Plusieurs canons ennemis neutralisés. Un autre obus frappe juste à côté du QG de Béatrice, mais ne le détruit pas. Gaucher est vivant. Le commandement tient bon. La défense s'organise. Elle repousse les assauts. Béatrice ne tombe pas. Le choc psychologique est inversé. La bataille a basculé. Waouh! Et cette victoire sur le terrain, elle a des conséquences diplomatiques immédiates, j'imagine. Ah oui, quasi instantané. Il faut se rappeler du calendrier. La conférence de Genève, qui doit décider du sort de l'Indochine, elle s'ouvre le 26 avril 1954. Historiquement, la délégation française, elle négocie la corde au cou, à l'ongre de la défaite. Mais dans notre scénario, elle arrive en position de force, portée par une victoire militaire éclatante. Ce qui change tout à la table des négociations. Ces nouveaux accords de Genève n'auraient plus rien à voir avec ceux qu'on connaît. Absolument rien. La partition du Vietnam au 17e parallèle. Dans la réalité, c'était une mesure temporaire avant des élections générales en 1956. Des élections que Ho Chi Minh était certain de gagner d'ailleurs. Mais là, cette partition, elle devient permanente. Pourquoi est-ce qu'une France victorieuse accepterait des élections perdues d'avance ? Elle ne les accepterait pas. Jamais. Elle impose une frontière durable, peut-être même plus au nord. Et la clause sur la réunification, hop, elle disparaît des textes. On aurait donc un Vietnam coupé en deux pour de bon, avec un Sud qui reste dans l'orbite française. C'est ça. Bienvenue dans l'Indochine française, acte 2. La France ne part pas. Il n'y a pas de vide politique que les Américains vont venir combler. Paris installe un État client, un Sud-Vietnam pro-français. On met de côté les nationalistes un peu trop pro-américains, comme Ngo Dinh Diem, on garde des figures plus dociles, comme l'empereur Bao Dai. L'armée sud-vietnamienne reste encadrée par des officiers français. Donc la France gagne la bataille, mais la paix, elle, est loin d'être acquise. C'est bien ça qui ressort des analyses ? C'est le point absolument crucial. Cette victoire, elle n'amène pas la paix. Elle transforme la guerre. La France a gagné la bataille rangée, d'accord, mais elle se retrouve piégée dans une guerre de contre-insurrection qui n'en finit pas. Une guérilla permanente menée par les cadres du Viet Minh qui sont toujours là. Une sorte d'Algérie asiatique, en fait, mais avant l'heure. C'est exactement ça. Et ça nous amène à la guerre d'Algérie, justement. L'insurrection éclate le 1er novembre 1954, quelques mois à peine après notre victoire fictive. Et là, l'état d'esprit de l'armée française qui débarque en Algérie, ce n'est plus du tout le même. On passe d'une armée humiliée à une armée victorieuse, et peut-être un peu trop sûre d'elle. Un peu. Carrément trop sûre d'elle, et c'est sans doute la conséquence la plus terrible pour la France. Au lieu d'une armée traumatisée, qui se dit « plus jamais ça », on a une armée auréolée de gloire, une armée persuadée d'avoir trouvé la formule magique pour gagner les guerres révolutionnaires. L'état d'esprit se dépoule à prudence, c'est l'arrogance, un sentiment d'invincibilité. Et face au FLN en Algérie, cette arrogance aurait eu des conséquences désastreuses. On peut imaginer une répression encore plus massive, plus rapide, et politiquement, pour un gouvernement à Paris, ça aurait été quasi impossible de négocier un compromis face à une armée comme ça. Une armée galvanisée qui aurait crié à la trahison, tout à fait. La guerre d'Algérie aurait été potentiellement plus longue, plus sanglante, et elle aurait poussé la France encore plus près d'une véritable guerre civile. Maintenant, si on zoome encore en arrière, on arrive aux États-Unis. Il faut se souvenir de la théorie des dominos du président Eisenhower. L'idée, c'était que si le Vietnam tombait aux mains des communistes, tout le reste suivrait. Laos, Cambodge, Thaïlande. C'est cette peur qui a justifié l'intervention américaine massive. Sauf que là, dans notre scénario, le premier domino ne tombe pas. Précisément, le Sud-Vietnam reste dans le camp occidental, sous la tutelle de la France. Du coup, la raison d'être de l'intervention américaine, elle disparaît. Washington envoie de l'argent, des conseillers peut-être, mais pas 500 000 gises. Il n'y a pas de guerre du Vietnam américaine. Et là, on touche à des conséquences auxquelles on ne pense pas tout de suite. L'impact sur la société américaine elle-même. En lisant les sources, ce lien m'a vraiment surprise. Et pourtant, la chaîne logique est implacable. Pas de guerre du Vietnam à grande échelle, ça veut dire pas de conscription de masse, pas de draft. Le mouvement anti-guerre qui a défini toute une génération perd son moteur principal. La contre-culture des années 60, bien sûr, elle aurait existé, mais elle aurait été très différente sans ce catalyseur politique et social permanent. Vous n'avez pas Walter Cronkite, le journaliste star, qui annonce à la télé que la guerre est perdue. Le fameux fossé de crédibilité entre le peuple et le gouvernement ne se creuse pas autant. Et pour la politique intérieure ? Pour un président comme Lyndon B. Johnson, par exemple. Ah, pour Johnson, ça aurait été immense. Dans la réalité, son grand projet de réforme, la Great Society contre la pauvreté,
a été complètement dévoré financièrement et politiquement par l'escalade au Vietnam. Sans cette guerre, il aurait eu beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de capital politique. Et puis, il y a une question paradoxale que les sources soulèvent. L'absence du syndrome du Vietnam, cette méfiance envers les interventions militaires, est-ce que ça n'aurait pas rendu la politique étrangère américaine encore plus interventionniste par la suite, privée de cette leçon sur les limites de la puissance? C'est vertigineux. Et l'onde de choc va encore plus loin. Ça touche les pays voisins, je pense au Cambodge. Oui, absolument. Dans la réalité, la guerre déborde sur le Cambodge, avec les bombardements secrets de Nixon qui ont déstabilisé le pays et qui ont contribué à la montée des Khmers rouges. Dans notre scénario, le Cambodge du prince Sihanouk a beaucoup plus de chances de préserver sa neutralité. L'ascension du régime génocidaire de Pol Pot devient beaucoup moins probable. Donc, si je résume ce scénario complètement fou, un tir d'artillerie chanceux sur une colline. Et on se retrouve dans un monde où l'Empire français s'accroche un peu plus longtemps, où la guerre d'Algérie est encore plus brutale, et où la société américaine ne vit pas le traumatisme du Vietnam, pour le meilleur et pour le pire. C'est exactement ça. Et ça nous amène à une réflexion finale sur ce que les sources appellent l'illusion de la bataille décisive. Gagner à Dien Bien Phu n'aurait pas inversé les grandes tendances de l'histoire. La décolonisation, le nationalisme. La France aurait gagné une bataille, oui, mais elle se serait condamnée à mener une guerre sans fin contre le sens de l'histoire. Et il faut se souvenir du coût humain, le vrai coût. Les archives du service historique de la Défense, elles sont glaçantes. 2293 tués côté français, mais le pire, c'est le sort des prisonniers. Sur plus de 11 700 capturés, à peine 3 300 ont survécu au camp du Viet Minh. C'est un traumatisme immense. Et cette défaite, aussi terrible soit-elle, elle a forcé la France à tourner une page, à regarder la réalité en face. Ce qui soulève une dernière question un peu provocatrice. Parfois, une défaite claire, nette, n'est-elle pas un meilleur professeur qu'une victoire ambiguë? Une défaite, ça force à se remettre en question, à changer, alors que cette victoire illusoire à Dien Bien Phu n'aurait fait que renforcer les certitudes et prolonger l'agonie, retarder au final l'inévitable.